Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation sur la qualité de l'air et la pollution atmosphérique. Mon nom est Guillaume Simard et ça me fait très plaisir de vous accueillir pour les prochaines minutes. Le plan de la présentation. Premièrement, quelques remerciements. Deuxièmement, des statistiques sur la santé et la pollution atmosphérique. Parlons des particules fines, ces particules qui flottent dans notre air et qu'on respire. Identifions les émetteurs qui émettent les particules fines et d'autres polluants atmosphériques. Par la suite, comment analyser cette pollution atmosphérique? Donc, on va parler des capteurs et finalement la plateforme technologique qui nous permet de visualiser en temps réel les données de qualité de l'air. Premièrement, merci à Desjardins, Sol Zanetti, député de Jean Lesage, Météo Solutions, qui supporte le projet Limoill'air. Et le projet Limoill'air, c'est un projet citoyen d'analyse de qualité de l'air à Limoilou. On sait qu'à Limoilou, un des enjeux principaux soulevés par les citoyens, c'est la qualité de l'air. Les citoyens veulent savoir, veulent respirer une meilleure qualité de l'air, et donc Limoill'air est né de cet objectif. Quelques statistiques au niveau des décès prématurés à travers la planète. La pollution atmosphérique est responsable de plus de 7 millions de décès prématurés chaque année. Et de plus en plus, on penche vers le 8 millions. Donc, c'est incroyable la quantité de personnes qui souffrent d'une pollution atmosphérique. Revenons au Québec. Au Québec, c'est 4000 décès prématurés et c'est 12 fois plus que les accidents de la route. 30 milliards de dollars par année. C'est la valeur économique des impacts de la pollution de l'air sur la santé des citoyens. 30 milliards de dollars par année au Québec. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Au niveau du secteur des transports, au Québec, le secteur des transports est responsable à lui seul de 62% de toutes les émissions de l'ensemble des contaminants atmosphériques. Particules fines et chauffage au bois, les appareils certifiés émettent jusqu'à 10 fois moins de particules fines et 3 fois moins d'autres contaminants que les appareils de chauffage conventionnels, lesquels sont responsables de plus de 40% des particules fines émises dans l'atmosphère au Québec. Donc si vous avez un vieux foyer, peut-être qu'il émet une grande quantité de particules qui pourraient affecter vos voisins et vos enfants qui jouent à l'extérieur durant l'hiver, par exemple. Voici maintenant une image très représentative de la taille des particules fines. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est la coupe transversale d'un cheveu. Les petites boules bleues, ce sont les PM10, 10 pour 10 microns. Et à l'intérieur d'une de ces boules bleues-là, on retrouve des boules rouges, on peut en compter 4, et ce sont les PM2.5. 2.5 microns, c'est vraiment très petit. Et de plus en plus, on s'intéresse aux particules encore plus petites, les PM1, 1 micron. Ces particules-là entrent dans nos poumons, mais elles sont tellement petites qu'elles traversent la barrière des poumons pour se retrouver dans notre système sanguin et elles causent éventuellement beaucoup de problèmes de santé. Une autre image pour mieux visualiser ces PM-là, donc les PM2.5 et les PM10, PM10 souvent associés aux métaux, le fer, le nickel, le cuivre, le zinc. Qui sont les émetteurs de particules fines? Selon l'Inventaire national des rejets dépolluants, voici ce que j'ai trouvé pour Limoilou. Les données datent de 2021. Pour ce qui est de l'incinérateur, qui est géré par la Ville de Québec, au niveau des PM plus petites ou égales à 10 microns, on a émis 10,82 tonnes dans l'atmosphère. Au niveau de la White Birch, Tadacona, des PM10, on parle de 13,77 tonnes. Mais la quantité totale de PM, taille confondue, 60 tonnes. Au niveau de Rotmans, environ 2 tonnes. De G3 Canada, 36 tonnes au total, taille confondue, mais pour les PM plus petites que 10, 19,18 tonnes. Et QSL Canada, le terminal de Beauport, 9,58 tonnes. Ces tonnes-là s'accumulent, se retrouvent dans notre air. Parfois, ces particules-là sont balayées par le vent, mais lorsque le vent cesse, elles se retrouvent pas trop loin des citoyens, pas trop loin de vos enfants, et on les respire, et elles ont un impact sur notre santé, bien évidemment.
C'était pour les industries, mais il y a d'autres émetteurs de particules. On pense aux camions, aux voitures qui circulent sur les routes, les autoroutes, et même les voitures électriques, avec leurs pneus qui se désagrègent, mais ça crée des particules dans notre atmosphère. Les trains, feux de foyer, feux extérieurs, barbecue au charbon et au gaz, c'est plus la combustion de la viande par exemple, chauffage au mazout, gros bateaux à quai, tondeuse, tout ça mis ensemble émet une grande quantité de particules fines dans notre atmosphère. Dans le coin de Limoilou, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une station qui est maintenue par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ils ont un réseau de surveillance de la qualité de l'air au Québec, mais à Limoilou, il y a seulement une station. On planifie peut-être en installer d'autres, mais c'est toujours pas fait. Une station pour analyser tous ces polluants. Et si le vent ne souffle pas dans la direction de cette station-là, ben peut-être que les polluants ne seront même pas détectés. Les polluants qui sont analysés par cette station-là sont les PM2.5, les particules fines, l'ozone, les NOx, le dioxyde de soufre et le carbone. Au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé resserre ses recommandations. On peut voir que de 2005 à 2021, il y avait une recommandation. Par exemple, pour la moyenne annuelle, on disait sur l'année, la moyenne ne devrait pas dépasser 10 microgrammes par mètre cube, une quantité de masse par rapport au volume d'air. Mais en 2021, on coupe en deux, on est rendu à 5 microgrammes par mètre cube. Et la moyenne sur 24 heures, anciennement 25, et maintenant on passe à 15 microgrammes. Donc, c'est un message clair aux pays, aux villes, de mieux contrôler les particules fines et de diminuer justement l'émanation de ces particules fines-là pour protéger la santé des citoyens, bien évidemment. Maintenant, comment on fait pour analyser ces particules-là, ces polluants atmosphériques? On va comparer les appareils certifiés et les capteurs laser meilleur marché. Donc, c'est tiré du site environnement.gouv.qc.ca, un tableau bien intéressant. À gauche, dans la deuxième colonne, les appareils certifiés du ministère et à droite, les capteurs meilleur marché. Donc, d'un côté, les appareils du ministère sont volumineux, gros, tandis que les capteurs bon marché, ils tiennent dans la main. Le coût d'achat pour les appareils du ministère, entre 15 000 et 30 000 $, donc c'est vraiment pas accessible pour le commun des mortels et les citoyens. Les capteurs, de l'autre côté, sont entre 100 et 1500 $. L'installation est plus complexe au niveau du ministère. Ça doit être réalisé par un technicien spécialisé. Tandis que les capteurs, c'est plus rapide. On branche, on configure, on utilise, on fait le suivi. Donc, en environ 1 heure, 1h30, on est capable d'installer, de configurer le capteur et de récupérer des données. Puis l'accès aux données, au niveau du ministère, on peut télécharger les données sur le site web, mais il n'est pas très convivial, il date de plusieurs années. Puis on peut faire des demandes aussi à InfoR. Si vous êtes en éducation, c'est possible de faire une demande gratuitement, mais pour un citoyen, il faut payer pour ces données-là. Et parfois, ça prend du temps pour obtenir les dernières données, puisqu'elles doivent être validées, passent à travers un processus rigoureux. Donc, ce n'est pas toujours évident. Tandis que l'accès des données des capteurs, on les envoie dans un espace nuagique ou un serveur à la maison. On peut y accéder via Internet ou via un réseau local. L'entretien, au niveau du ministère, suivi fréquent selon les instructions du fabricant et un programme d'assurance et de contrôle de la qualité par un technicien spécialisé. Au niveau de l'entretien des capteurs bon marché, aucun. Mais s'il y a un insecte qui fait une toile d'araignée dans le capteur ou qui bloque l'entrée d'air, peut-être que vous allez avoir de la maintenance à faire. Il faut suivre les données aussi pour regarder si elles sont toujours pertinentes. Peut-être qu'on va devoir remplacer le capteur et en ajouter un nouveau. Durée de vie, plus de 10 ans, tandis que les capteurs de 1 à 2 ans, mais selon les fabricants, ça peut aller de 1 à 3 ans. Qualité des données, exacte et précise pour le ministère, et variable en fonction de l'âge de l'appareil et des conditions météo. Conditions météo, on pense à la température et l'humidité qui pourraient avoir une influence sur les données. Au niveau de l'utilisation, au niveau du ministère, ça permet d'évaluer l'exposition aux contaminants pour l'ensemble de la population. Mais si la station est mal positionnée ou s'il n'y a pas assez de stations, ça n'évalue pas pour
toute une population, une partie de Limoilou peut-être. Mesurer de façon représentative la qualité de l'air et suivre son évolution à long terme, ça permet de diffuser de l'information à la population sur l'indice de qualité de l'air, ça fournit des données pour InfoSmog, puis ça appuie une réglementation. Au niveau des capteurs, ça permet d'évaluer l'exposition personnelle aux contaminants, ça permet d'évaluer la variabilité de la qualité de l'air d'un territoire, parce que le déploiement est plus facile. Donc, d'avoir un complément appareil du ministère et capteur semble pertinent. Identifier certaines sources de contamination. Ça permet d'éduquer aussi la population à certaines problématiques liées à la qualité de l'air, à la santé. Et ça permet de soutenir des initiatives de sciences citoyennes comme le projet Limoill'air. Donc, au niveau du gouvernement, l'appareil Télédine T640 est utilisé. Le T640 offre une résolution temporelle d'1 minute ou plus, avec une sensibilité et une précision exceptionnelles. Donc, je ne suis pas expert en photonique ou en physique, mais on dit que ça utilise une spectroscopie à large bande, utilisant une diffusion de la lumière blanche à 90 degrés avec une DEL polychromatique. Et ça mesure les PM10 et PM2.5. D'autres technologies, BAM, la surveillance de l'atténuation bêta, est une technique d'analyse de la qualité de l'air qui utilise l'absorption du rayonnement bêta par des particules solides extraites du flux d'air. Donc ça permet d'analyser les PM2.5, PM10, qui sont analysés par la plupart des agences de régulation au niveau de la pollution atmosphérique. Et à l'intérieur, ce qu'on y retrouve, c'est un petit ruban qui va capter la pollution atmosphérique et par la suite, on peut analyser cette pollution-là. Maintenant, revenons aux capteurs accessibles pour les citoyens. Donc, voici un des capteurs réalisé par la compagnie Sharp qui est équipé d'une diode infrarouge et d'un phototransistor qui permet d'analyser les particules fines. Donc, il est très abordable, il consomme peu d'électricité, mais il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. La qualité des données est diminuée puisque le volume d'air analysé n'est pas constant. Ici, on a un autre capteur par la compagnie Honeywell qui utilise la diffusion de lumière pour estimer la quantité de particules fines et la plage de concentration évaluée oscille entre 0 microgrammes par mètre cube et 1000 microgrammes par mètre cube. Et au niveau de la précision, c'est plus ou moins 15% lorsque on a une plage entre 0 microgrammes et 1000 microgrammes. On peut voir le ventilateur, bien évidemment, qui va aspirer l'air à une vitesse constante. Un autre capteur avec ventilateur qui utilise la même technique de diffusion de la lumière. La plage de détection, encore une fois, entre 0 et 1000 microgrammes, mais la précision varie. Si on est entre 0 et 500 microgrammes, on peut s'attendre à une précision qui oscille entre plus ou moins 10%. Et si on est entre 0 et 100 microgrammes, la précision va varier de plus ou moins 10 microgrammes par mètre cube. Si le capteur indique 50 microgrammes, on est entre la plage 0 et 100, et ça veut peut-être dire que la valeur réelle, ce serait peut-être plutôt 60 ou 40. Donc, il y a plus ou moins 10 microgrammes. Le capteur permet de récupérer des données, entre autres la quantité de PM1 en microgrammes par mètre cube, la quantité de PM2.5 et la quantité de PM10. Ces capteurs-là sont utilisés en Amérique à plusieurs endroits. On pense au réseau AQNU. 309 capteurs, des PMS 1003, des PMS 3003 ou 5003. En Caroline du Sud, 180 capteurs, New York 50, Washington DC 50, Nouveau-Brunswick 42, Limoilou, notre objectif 75. Le EPA Star Grant, plus de 400 capteurs ont été installés pour cette expérience citoyenne et scientifique. Et d'autres compagnies utilisent des capteurs similaires pour leurs produits. Et ça fait en sorte qu'il y a de la recherche scientifique sur la performance de ces capteurs-là en fonction de différents paramètres. Ce capteur laser-là, comment fonctionne-t-il? Il y a le laser qui va éclairer l'air qui entre, qui est poussé par un ventilateur dans la chambre d'analyse. Et par la suite, il y a un photodétecteur qui va analyser le signal électrique, il y a un processus d'amplification, il y a un microprocesseur qui va faire des calculs, il y a un algorithme qui va faire son travail et ça va nous permettre d'estimer la quantité de particules fines en fonction des différentes tailles désirées. Donc, c'est une photo que j'ai prise dernièrement. J'ai dû démonter un de ces capteurs-là parce qu'il me retournait toujours la valeur 0.
Et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans la chambre d'analyse, il y avait une toile tissée par un insecte, je suppose. En haut à droite, le ventilateur, le capteur à gauche, la chambre d'analyse, l'entrée d'air et le laser. Les capteurs PMS mesurent la diffusion de la lumière à 90 degrés à partir d'un laser de longueur d'onde de 650 nanomètres avec un photodétecteur qui convertit la lumière laser diffusée en concentration de PM2.5 à l'aide de l'algorithme propriétaire du fabricant. Et c'est possible de nettoyer ce capteur-là, s'il est encrassé ou s'il y a un insecte qui a fait un petit nid. C'est possible de l'ouvrir, de le refermer. C'est une manipulation tout de même pas si évidente que ça. Donc parfois, il vaudra mieux peut-être juste remplacer le capteur en question. Le PMS 5003 a un coût accessible, un format compact, une durée de vie de 2 à 3 ans. C'est possible de le nettoyer. Il est déjà calibré à l'usine, semble bien résister à notre climat hivernal et il y a tout de même une bonne corrélation de R2. Mais il peut parfois surestimer la concentration, et particulièrement si l'air est très humide. Donc il faut tenir compte de l'humidité relative lorsqu'on va analyser les données. Maintenant, quelques expériences tirées du manuel. La compagnie Plantower a mis en place plusieurs capteurs dans un environnement contrôlé avec des particules à une température constante. On peut voir que cette expérience-là, c'est pour une température de 20 degrés Celsius. L'axe des Y correspond au microgramme par mètre cube. Initialement, on peut voir que les capteurs donnent des valeurs quand même assez disparates, un peu en bas de 500, un peu en haut de 600. Mais plus que les particules diminuent, plus que la courbe converge. Donc, ça nous permet de déterminer les limites, justement, là, de ce capteur-là. Mais pour l'instant, j'ai rarement vu des valeurs en haut de 400-500. Là, c'est très rare. Si quelqu'un fume à côté d'un capteur ou s'il y a une source directe, peut-être que ça va monter avec des valeurs très élevées. Mais de façon générale, au Québec, on oscille entre 0 et 200. Là, c'est rare qu'on va monter en haut de ça. Une autre expérience pour le même capteur à moins 5 degrés. Donc on peut voir qu'il y a un des capteurs là, à la fin de l'expérience qui se sépare du lot. Là. Maintenant, à 43 degrés Celsius, il fait très chaud. Le capteur a un petit peu plus de difficulté. Il y a une convergence qui est moins représentative à ce niveau-là. D'où l'importance de connaître la température et aussi l'humidité lorsque viendra le temps d'analyser les données et de savoir qu'il y a une variabilité entre ces capteurs-là. Et un autre tableau qui présente l'erreur, dépendamment de la température, de moins 10 à 60 degrés Celsius. Donc on voit que l'erreur de 10% là, se situe entre 10 et 40 degrés Celsius. À l'extérieur de cette plage-là, l'erreur augmente en pourcentage. Maintenant, l'installation. Vient le temps d'installer le capteur pour continuer de bâtir le réseau alternatif d'analyse de qualité de l'air des particules fines. Une des premières étapes, c'est de faire un test de 24 heures. Je vais utiliser plusieurs capteurs, les mettre à un endroit précis et faire fonctionner les capteurs et récupérer des données pendant au moins 24 à 48 heures. Par la suite, c'est envoyé dans un tableau de bord et je tente d'identifier justement si des capteurs donnent des données vraiment spéciales ou à l'extérieur. Donc, ça me permettrait d'identifier des capteurs qui ont peut-être des défauts. Une fois que ça c'est fait, il faut que je trouve un endroit avec une prise de courant, 110 volts, près du réseau Wi-Fi, donc de votre routeur, avec la fréquence 2.4 GHz. Il faut planifier 200 MB de bande passante par mois et trouver par exemple un balcon ou sur la maison, ou sur un garde, à moins de 10 mètres du routeur, sinon le signal risque d'être perturbé et moins bon. Et je dirais à moins de 5 mètres d'une prise de courant électrique, il faut éviter des longues rallonges. À plus de 2 mètres du sol, parce que l'hiver, quand la neige s'accumule, on veut pouvoir laisser un bon volume d'air sous le capteur libre pour que le capteur puisse respirer, bien faire son travail. L'installation loin des barbecues, des feux de foyer, de l'air climatisé, avec un ventilateur, sortie de sécheuse. Loin des feuilles des arbres. Il faut absolument planter des arbres le plus possible et garder nos beaux grands arbres parce qu'ils font un travail exceptionnel pour capter les polluants et aussi ils combattent les îlots de chaleur,
Mais si on installe un capteur trop près d'un arbre, peut-être qu'on n'aura pas la lecture juste. Il faut avoir une visibilité à 180 degrés. Donc, il ne faudrait pas mettre le capteur dans un coin ou qu'il y a peut-être des petits microclimats qui se créent. Il faut que le capteur puisse être dans l'air ambiant et finalement éviter les grandes rallonges. Les données récoltées, PM1, PM2.5, PM10 en microgrammes par mètre cube, la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Les données sont mesurées aux 2 minutes et envoyées à la plateforme nuagique. Et à la fin de la journée, il y a un fichier compatible à Excel en format CSV qui est généré et accessible directement aux citoyens et à la communauté. Et il y a aussi la plateforme qui permet de visualiser en temps réel les données de qualité de l'air. Et il y a des alertes lorsque des dépassements sont détectés. L'objectif du rapport limoalaire, ça sera de comprendre l'évolution des particules dans le temps, sur au moins 1 an, donc 4 saisons, identifier les endroits les plus affectés, identifier les sources de pollution, on en connaît déjà, mais peut-être que certaines vont émerger, comprendre le déplacement des nuages de pollution en fonction de la météo, donc le vent. Tout un travail d'analyse des données. Maintenant, le logiciel. Voici une image qui représente l'architecture de la plateforme. En bas complètement, on a des sources de polluants. Voitures, cheminées, industrie. Et juste en haut, il va y avoir des senseurs qui vont analyser les polluants atmosphériques et plus précisément dans ce cas-ci les particules. Juste en haut, il y a un microcontrôleur qui va être en mesure de lire les données du capteur et d'envoyer les données via votre routeur et ensuite Internet de façon sécurisée pour être enregistré dans un serveur et dans une base de données. Et par la suite, on peut faire des statistiques et afficher des données en temps réel. La plateforme revolver.org offre une carte interactive qui permet de visualiser les différentes stations installées dans la ville. Et par la suite, lorsqu'on clique sur une de ces stations-là, on a des données en temps réel, donc la dernière mesure prise par le capteur. Il y a un code de couleur qui nous permet de voir la qualité de l'air. Quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est jaune, c'est acceptable. Quand c'est orange, c'est peut-être moins bon pour les personnes à risque. Un tableau de bord qui nous permet de visualiser quelques données supplémentaires. Un graphique qui nous permet de voir l'évolution des particules dans le temps. Une section alerte. Les alertes sont déclenchées lorsqu'on dépasse la recommandation de l'OMS qui est de 15 microgrammes par mètre cube. Une fois qu'on dépasse cette valeur-là, il y a une alerte qui est levée, qui est enregistrée et par la suite, on peut visualiser les données qui ont généré cette alerte-là. Pour conclure, j'aimerais vous lancer quelques défis. Passer au transport actif. Il y a trop de voitures, on ne fait pas assez de sport, on ne bouge pas assez. On perd une quantité incroyable de temps dans le trafic, ça pollue. Essayez cette année de passer au transport actif, la marche, le vélo, la trottinette, passez à l'action. Participez au projet Limoalaire, joignez l'équipe pour analyser les données, pour installer des stations, faites la promotion du projet. Jetez moins et mieux. Notre société est une société de consommation qui abuse des ressources naturelles actuellement. On jette beaucoup de matériel encore fonctionnel, et ce matériel-là se retrouve dans l'incinérateur. On l'a vu tout à l'heure, il émet une grande quantité de particules dans l'atmosphère. Donc si on achète moins, on achète mieux, on jette moins, on jette mieux, tout le monde s'en sortira gagnant. Plantez des arbres pour capter ces polluants-là, pour combattre les îlots de chaleur. Si vous avez seulement un arbre en avant chez vous, plantez-en 2. S'il y en a un qui est sur le bord de mourir, pensez à la rotation des années à l'avance. Visez des arbres à grand déploiement, des gros arbres avec une grande quantité de feuilles pour combattre les îlots de chaleur, filtrer votre air et sensibiliser les gens autour de vous, les citoyens, votre famille et, bien évidemment, les élus. Sur le site web revolver.org, vous allez y trouver une panoplie de renseignements, la carte qui permet de visualiser les données en temps réel, des articles. Donc, dernièrement, il y a un citoyen qui a écrit un bon article sur l'impact des foyers extérieurs, des articles sur l'interprétation des données, des liens vers l'inventaire national des rejets de polluants pour que vous puissiez voir qui pollue près de chez vous. Donc, des ressources utiles.
Pour terminer, vous avez des idées, des propositions, des questions, écrivez-nous à info@revolvair.org. Il me fera plaisir de vous répondre et de vous aider dans votre démarche. Merci beaucoup et bonne cueillette de données. Au revoir.